Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre? Aujourd'hui, je reçois Fanny Cohen-Moreau, fondatrice et hôte des podcasts Passion médiéviste, Passion antiquité et Passion moderniste. J'ai eu l'idée d'inviter Fanny à la suite de mon super épisode avec Michel, conteur professionnel et grand fan de l'époque médiévale, qui m'avait du coup lancé le défi de partir à la découverte d'une personne travaillant dans ce domaine. Et là, étincelle dans ma tête. Et si j'invitais Fanny, qui aura une vision super large de cette époque, des métiers qu'on peut pratiquer, puisque ce sont ses invités, et qui en plus pourra nous ouvrir les coulisses de la production d'un podcast. Pas mal, non ? Je peux vous dire qu'après cet épisode, je le signe en bas de page, non seulement vous aurez une toute autre image du Moyen-Âge, je vous assure, l'époque vous paraîtra beaucoup plus sexy, mais en plus, si vous êtes podcasteur ou que vous rêvez de vous lancer dans l'aventure, vous glanerez dans cet épisode de nombreux conseils très utiles. Parce que Fanny, du haut de sa longue expérience dans le podcast, près de 5 ans dans ce monde-là, c'est énorme, il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Si d'ailleurs vous n'avez pas encore écouté un épisode de ces podcasts, je ne peux que vous conseiller de le faire. Ces épisodes s'écoutent avec un réel bonheur, une curiosité à chaque fois renouvelée. Réalisés par des spécialistes, ils savent vraiment habilement nous rendre accessible leur savoir et nous donner envie d'aller plus loin. C'est tout ce que j'aime. Pour tout cela, mille merci Fanny de t'être prêtée au jeu avec autant d'enthousiasme. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute de la première partie de cet épisode. Salut Fanny. Salut. Alors, je suis ravie de te rencontrer et j'ai vraiment hâte que tu m'en dises plus sur ton podcast Passion médiéviste et puis plus globalement sur ton aventure podcastienne. Je sais pas comment on dit. Alors, si j'ai eu l'idée de t'inviter, je te l'avais raconté, mais c'est parce que j'ai interrogé Michel dans l'épisode 19 et c'est un conteur professionnel. Et Michel, c'est un grand fan de l'époque médiévale et il m'a du coup demandé d'interroger quelqu'un travaillant sur cette période. Le brief était large comme ça, voilà. Et évidemment, autant te dire que j'ai tout de suite pensé à toi parce que j'avais découvert ton podcast quelques jours ou quelques semaines auparavant. Oh, ça fait plaisir. Voilà, nous voilà ensemble ce soir. Alors, Fanny, avant de parler de ton podcast, de ton activité de productrice de podcast, et plus globalement, avant de parler des métiers passion autour de l'époque médiévale, puisque tu as l'occasion d'en rencontrer pas mal, j'aimerais bien que tu m'en dises plus sur la petite Fanny enfant, et voilà, et typiquement, quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petite ? Alors, quand j'étais petite, je ne saurais pas dater à quel moment j'avais ça, mais je crois que c'était vers 9-10 ans. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'idée que quand je serais grande, déjà j'aurais le prix Nobel de littérature. Ah ouais, grosse ambition quoi. Et je ferais un spectacle à l'Olympia. Mais je n'ai aucune idée de pourquoi j'avais ça en tête, mais c'était mes objets. Enfin, je me disais, bon, quand je serai grande, je ferai ça. Bon, en fait, maintenant, j'écris pas beaucoup, je fais pas de spectacle. Mais ça m'a toujours dit, mais d'où ça me venait, ça, j'en ai aucune idée. Non, puis c'est marrant parce que c'était super précis. Oui. Tu vois. Bon, mais ceci dit, mon invité précédent, pareil, il m'a répondu qu'il voulait être président de la République. Voilà. Ah oui. Tu vois, bon, voilà, c'est tout de suite, tu vois le level, quoi. Et alors, du coup, quel parcours étudiant t'as eu ? Et voilà, j'aimerais bien un peu comprendre le cheminement et comment t'es arrivé, sur ton métier actuel. Déjà, si on voit un peu au lycée, moi, j'avais clairement un profil un peu, littéraire. Pas forcément très scientifique, mais beaucoup attiré par l'histoire géo, les littératures. Donc j'ai fait un bac L, mais j'ai quand même fait spé maths. Oh. Parce que on avait un super prof de maths dans mon lycée qui avait une approche assez littéraire et poétique des maths. Donc c'est pour ça que le côté scientifique, le concept m'intrigue quand même parce que le côté littéraire et poétique. En fait, c'est vraiment prendre en quoi en fait les mathématiques peuvent vraiment avoir une poésie en elles-mêmes, que c'est pas juste des chiffres, que c'est des concepts et tout. C'était Monsieur Grimonnet, un prof de maths dans mon lycée. Alors parce que du coup j'ai grandi en fait au Maroc et j'ai fait toute ma scolarité de la 6e à la terminale au lycée Lyoté de Casablanca. Et il y avait ce Monsieur Grimonnet qui était vraiment un personnage, tu vois, vraiment déjà un prof de maths qui te parle de poésie, tu te dis ok, voilà.
Ah, c'est génial. Mais j'ai eu plein aussi de profs d'histoire géo, de profs de lettres et tout ça vraiment intéressants et qui m'ont piqué ma curiosité, même si le Moyen-Âge n'était... En fait, alors bon, déjà, c'est peut-être une question que t'avais prévue pour plus tard, mais j'ai aucune idée de quand m'est venu le goût pour le Moyen-Âge. Oui, C'est arrivé elle va très arriver cette progressivement. question. Ah. Elle va arriver. Mais donc quand j'étais en terminale et je me dis qu'est-ce que je fais après, j'en avais aucune idée parce que j'avais pas d'idée précise. Ma maman, qui était, je pense, un petit peu inquiète avec le recul, m'avait fait passer. On était venu à Paris pour passer des tests d'orientation parce qu'en fait, en étant au Maroc, c'est très compliqué pour moi de me projeter sur quelles études je voulais faire parce que je pouvais pas faire de porte ouverte. On n'allait pas prendre un avion tous les week-ends pour venir faire des portes ouvertes dans les écoles, quoi. Donc moi, et puis bon, Internet, moi j'ai passé mon bac en 2010. Internet était quand même déjà un peu développé, mais pas autant que maintenant pour plein de choses. Et du coup, j'ai fait cette orientation et la conseillère d'orientation, je me rappelle très bien, elle m'a dit bon, effectivement, tu sais pas ce que tu veux faire, mais tu aimes bien bosser. Donc, elle m'a orientée vers des prépas littéraires, donc Hippocagne Cagne. Au niveau de ce qu'on fait, c'est comme une terminale L, bon, ça n'existe plus maintenant aujourd'hui, mais une terminale L, mais x10. Genre, c'est super dense, C'est beaucoup hyper de travail. intensif, quoi. Voilà, donc j'ai fait... et franchement, c'était la meilleure chose que j'ai pu faire parce que, bon, enfin, j'avais demandé d'autres choses. Alors déjà, Parcoursup, à l'époque, je crois que mes 3 premiers choix, j'avais été refusés. Et du coup, je suis arrivée à la prépa à Avignon. Alors déjà, voilà, c'est peut-être ça, parce qu'il y a pas longtemps, je suis retournée à Avignon et en fait, mon goût du Moyen-Âge, il y a peut-être là... Ah, merci, grâce à toi, je me rends compte de ça. J'avais jamais fait la connexion. Je t'enverrai ma facture. Mais du coup, c'était vraiment une très bonne chose pour moi. Et après, j'ai fait ma Cagne, donc ma 2e année de prépa à Nîmes, où en fait, là, il y avait une option histoire. En gros, sur 20 heures de cours, j'avais 10 heures d'histoire. Donc là, vraiment, histoire médiévale, histoire moderne, contemporaine, on était vraiment à fond, à fond, à fond. Et en fait là, je savais très bien qu'on préparait les chartes, des concours d'écoles très prestigieuses. Bon, clairement, j'avais pas le niveau de ces écoles. J'avais le niveau pour être en Cagne, mais même la meilleure de ma classe n'a pas été admise. Moi, je pensais pas à ces concours-là, mais je me disais, il y a quelque chose quand même qui me plaît et qui me plaisait en fait déjà depuis la terminale, mais sur laquelle je me suis dit non, c'était pas pour moi. Et en fait, il y a le journalisme. Uh-huh. Et voilà, tout ce petit détour me dit voilà, le journalisme, ça me plaît. Et il se trouve que pendant ma Cagne, au mois de mars, j'ai passé le concours d'une école. Au mois d'avril, j'ai su que j'étais admise. Donc clairement, ma Cagne, je l'ai fini doucement en me disant bon allez, c'est bon, je sais ce que je fais l'année d'après, je vais pas me prendre la tête. Bon, j'ai passé les concours, ma meilleure note a été, je crois, un 9. J'étais déjà super contente. Un 9 sur 20, ouais. On est bien d'accord. Ah oui, 9 sur 20. Ah ouais, en prépa, quand t'as 10, c'est genre waouh, incroyable. Voilà, écoute, moi j'ai réussi à avoir 0,5 sur 100 en anglais et moins 10 sur 20 en français. Donc voilà. Ah ouais. Ok. À chaque fois que je raconte ça à mes enfants, ils sont morts de rire. Tu m'étonnes. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'aussi, ce qu'on ne dit pas assez, c'est notamment aux gens qui ont un profil littéraire, c'est que quand on est en prépa, on obtient des équivalences de licence. Ce qui fait que je suis rentrée après directement en première année de journalisme. Et à côté, parce que j'aime bien faire plein de trucs, je faisais une licence d'histoire. Donc j'ai fait ma L3 d'histoire. Okay. Et je faisais d'ailleurs en parcours continu, c'est-à-dire que je faisais que les cours magistraux, mais pas les TD. Donc j'ai eu ma licence au rattrapage, mais je l'ai eu quand même. Et j'ai continué l'école de journalisme, qui était pas une très bonne école, voilà, clairement, mais ce qui est bien, c'est que comme tu vois, j'aime bien faire plein de choses, je m'ennuie un peu. Du coup, je suis allée faire plein de stages. Mon premier stage, c'était à Europe 1. Pas mal. J'ai eu beaucoup de chance et c'était super. Avec quelqu'un en plus on parle pas mal aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Samuel Etienne, qui notamment anime Question pour un champion. Et puis à l'époque, c'était je sais pas si c'est sa première émission de radio, mais voilà, j'ai fait un été puis un deuxième été avec lui sur Europe 1. Et après, j'ai eu la chance de faire des stages ailleurs, notamment à France Inter, avec Mathieu Vidard qui animait à l'époque La Tête au carré. La Tête au carré, c'était génial. Voilà. Mais du coup, c'est là que j'ai vraiment appris, alors déjà le métier de la radio, que je fais encore aujourd'hui de façon un peu détournée, mais c'est le côté, la culture du son, et aussi la culture de faire, bon, même si Europe 1 n'était pas public, mais sur France Inter, j'ai vraiment eu le côté service public. Le côté, on fait ça pour le public, on fait ça pour la radio. Et voilà, là déjà, mon parcours, bon, il y a eu plein de choses entre-temps, mais déjà, là, toute ma formation, j'y étais. T'avais les bases, t'avais déjà tous les ingrédients, quoi. Oui, c'est ça, j'ai tous les ingrédients, l'histoire, le journalisme, hop, et le cocktail à la fin.
Bon, alors du coup, moi j'aimerais bien savoir comment tu as eu l'idée de ce podcast. Et effectivement, pourquoi cette époque? Alors, l'idée du podcast... Alors déjà, à l'époque, j'ai fait ma L3 et en fait, quand j'ai fait... Parce que j'ai fait ma L3 et mon école de journalisme que j'ai fini. Et après, en sortant de l'école de journalisme, je savais que j'allais pas trouver le travail tout de suite. Parce que bon, voilà, si vous pensiez que le journalisme était un métier où on gagne l'argent tout de suite, c'est faux. C'est un métier précaire. En plus, moi, voilà, c'était la radio qui m'intéressait, donc il y a peu de place. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais retourner à la fac. Toujours dans l'idée de Fanny veut pas s'ennuyer, elle s'occupe. Je me suis inscrite en master d'histoire médiévale à Paris 1. Ok, donc ça commence à se préciser quand même. Voilà. Ok. Et en fait, je crois que c'est en L3 en fait, c'est venu au fur et à mesure. Et notamment, pour te dire, en L3, on avait un cours sur l'impôt au Moyen-Âge. Ce qui peut sembler hyper obtus, hyper voilà, mais en fait, ça me fascinait de me dire, mais attends, il y a tellement de choses de cette époque qui, en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui. Bon, bien sûr, il y avait déjà des impôts dans l'Antiquité et tout ça, mais en fait, ça m'avait fasciné à quel point... Moi, j'avais un prof qui était, Monsieur Matteoni, très carré. Monsieur Matteoni, c'est voilà quelqu'un que je respecte, bien sûr, tout à fait. Mais voilà, il a un style un petit peu strict, mais j'aimais beaucoup voilà sa façon de présenter les impôts. C'est quelque chose effectivement, on dira c'est rébarbatif et nous, je dis non mais voilà, c'est fascinant. Ce qui a été mis en place à l'époque sous Philippe le Bel au XIIIe siècle, on a encore ça aujourd'hui. Ouais, c'est les fondations de notre société actuelle, quoi. C'est ça. Et voilà, effectivement, il y a plein de choses comme ça. Et donc c'est vraiment, je pense, ce qui m'a plu. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est plutôt l'histoire médiévale. Donc, j'ai fait un master d'histoire médiévale à Paris 1. Et j'étais... Est-ce que j'avais commencé mon M2 ? Je sais pas. Attends. Bon, là, je me mélange un peu les années. Mais il se trouve que j'ai pas fini mon M2 parce que j'ai trouvé du travail entre-temps. Et mon professeur directeur à l'époque, Monsieur Feller, m'a dit « Oh, allez-y, je préfère les étudiants qui travaillent que ceux qui meurent de faim. Allez-y !» Il était tout à fait... Même, j'avais fait un stage alors que j'ai fait un stage dans une radio, dans une rédac web, alors que j'étais en master et il me l'avait signé en mode c'est pas grave, allez-y quoi. Ouais. C'est pas mal ça parce que parfois t'as des écoles et des universités qui mettent plutôt des bâtons dans les roues qu'autre chose. Quand même, oui, bon, Monsieur Feller a plein de défauts, mais déjà sur ça, j'avoue que je le remercie parce que grâce à lui, vraiment, ça a été une des étapes de mon parcours, ça m'a bien aidé. Et du coup, c'est ça, c'était en cours de M2 parce que un jour, j'étais sur Twitter, et Twitter est très très bien quand on s'intéresse soit au podcast, soit au Moyen-Âge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et je suivais un médiéviste. Donc un médiéviste, on peut déjà le dire, c'est quelqu'un qui travaille sur le Moyen-Âge, quelqu'un qui étudie, qui fait des recherches. Et quelqu'un disait « Oh là là, mais c'est trop dur d'être un médiéviste, il faudrait faire une émission Vie ma vie de médiéviste ». Et tu vois, je me rappelle exactement où est-ce que j'étais, donc dans la rédaction d'un média, et je me dis « Mais oui, mais il y a eu vraiment... » Tu sais, ces clichés de l'ampoule au-dessus de la tête, de « tilt, mais oui, quoi. Je vais faire ça. Je vais faire un podcast où je vais recevoir des gens qui font des masters ou des thèses d'histoire médiévale. » Voilà. En termes de sujet de niche, tu vois, je me posais là. Tu t'es dit, je vais drainer très large, quoi. C'est ça. Toi, tu interviews des gens au moins qui ont le métier. Non, moi, j'ai interviewé des gens. Il y en a très, très peu. Mais, et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça parce que, pour deux raisons. En fait, il y a à la fois une volonté de vulgarisation et une volonté de pédagogie. Déjà, donc voilà, la volonté de pédagogie, c'était de montrer qu'est-ce que c'est de faire un master, qu'est-ce que c'est de faire une thèse, parce que moi, vraiment, avant d'entrer en master, j'avais aucune idée de ça, en quoi ça consistait. Bon, une thèse, je t'en parle même pas, enfin, ça me paraissait le truc, genre, c'est un énorme mot qui peut... Voilà, une thèse sur quoi ? Enfin, bref. Donc, moi, je me disais, mais voilà, en fait, une fois qu'on voit ce que c'est, on comprend. Donc, envie un peu de débroussailler un petit peu ces concepts et de rendre ça plus accessible. Et tout à fait encore de rendre ça accessible, donc l'idée de vulgariser le Moyen-Âge en général. Parce que, le Moyen-Âge est peut-être la période historique sur laquelle on a le plus d'idées reçues. C'est peut-être... En fait, je crois que j'avais vu... c'est pas du tout sourcé ce que je te dis, mais je crois qu'avec la Révolution, c'est une des périodes qui souffre le plus de clichés, d'idées un peu simplistes. Parce que l'école ne l'enseignait pas forcément bien, parce que je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais on pouvait voir que récemment, de temps en temps dans les médias, un politicien, un homme politique dit c'est quoi le Moyen-Âge ? Oh, et là il nous remet une couche et ça m'énerve parce que voilà, il y a toutes ces images véhiculées. T'as raison, c'est vrai que c'est facile de dire oh là là, c'est comme au Moyen-Âge. Alors voilà, spoiler, non, il y a plein de choses qui sont fausses. Et donc, je me disais, là, c'est peut-être mon côté un peu journaliste, il y a un enjeu éditorial. Dans le sens où là,
Il y a un truc à faire. Mais je suis pas la première à vouloir vulgariser le Moyen-Âge, hein, pas du tout. Mais quand j'ai eu mon idée, et là, conseil à tous les podcasteurs et podcasteuses, quand vous avez une idée, vérifiez qu'elle n'existe pas déjà. Ouais, bien sûr. Voilà, et savoir après comment se démarquer. Et du coup, moi, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des podcasts qui parlaient d'histoire, de Moyen-Âge en général, mais que mon idée, de jeune chercheur, jeune chercheuse, et d'avoir en fait la recherche à chaud, en fait. C'était quelque chose qui n'existait pas. Et comme du coup, j'étais en master d'histoire médiévale et que j'avais des amis, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, OK, les gens autour de moi, OK, alors, toi, vous venez, alors vous êtes mes premiers invités. J'ai vu que effectivement ton autre objectif, c'est aussi de valoriser la recherche scientifique. Et il y a vraiment ce deuxième objectif, quoi. Ouais, tout à fait. Alors justement, là tu parles de tes premières invitées, mais qui finalement étaient dans ton cercle d'amis. Bon, on l'a tous fait, hein, parce qu'on commence d'abord par ça. Moi, mes 2 premières invitées, c'était effectivement ça. Mais comment tu les trouves, tes invités, aujourd'hui ? Alors, parce qu'il y a un ce qui est moment super, donné, là, t'as ton ouais. combienième d'épisode là ? Là, je vais sortir mon 52e épisode bientôt. Ça fait. Sachant que je suis en mensuel. Et du coup, ça fait 4 ans. Donc, le lancement du podcast, c'était en avril 2017. Ok. Et du coup, maintenant, mes invités, ce qui est super, c'est que le bouche à oreille fonctionne bien. Et que, clairement, j'ai tissé ça au fur et à mesure. En fait, à chaque personne que j'interviewe, je lui dis, n'hésite pas à en parler autour de toi. Est-ce que tu connais des gens ? Est-ce que voilà ? Et donc, au fur et à mesure, là, ce qui est super, c'est que je reçois des sujets, quasiment un toutes les semaines. Quasiment. Bon, là, en ce moment, c'est un peu plus calme, mais il y a des moments où, oui, j'en reçois plein, tu vois, parce que il me dit, j'ai vu, enfin, soit c'est quelqu'un parce que il connaît quelqu'un qui passe dans le podcast, soit c'est, là, par exemple, ça a été trop cool, c'est que j'ai un professeur de l'université de Poitiers qui s'appelle Martin Aurel, qui est vraiment un médiéviste reconnu et tout ça, je crois que c'était, il y a 1 an ou 2, qui m'avait dit, voilà, j'aime beaucoup votre podcast, et voici la liste de tous les étudiants que j'ai eu en thèse depuis quelques années. Vraiment, Super. c'était 3 pages Word de gens, de sujets. Comment te dire que juste avec ça, je pouvais tenir plusieurs années. Ouais, donc c'est pas mal. Et alors après, j'imagine, on le fait tous plus ou moins, c'est que tous peuvent avoir un sujet passionnant sur papier, mais tous ne savent pas en parler non plus, ou ne veulent pas, ou comment tu fais ça ? Est-ce que tu les rencontres en amont ? Est-ce que tu testes un peu la personnalité ? Est-ce que ça va passer ? Est-ce qu'ils ont envie ? Est-ce que la motivation aussi ? Enfin, moi, je trouve que c'est aussi quand même important. Mais est-ce que tu le fais ça ou tu te lances ? Eh ben, en fait, pas du tout. Ouais. Mais je suis consciente que c'est très risqué et qu'il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus. Mais en fait, quasiment tous mes invités, juste on se parle par mail et je cale un rendez-vous et on y va. Mais oui, en fait, dit comme ça, et parfois je me dis, mais Fanny, mais enfin, tu l'as pas testé ni rien. Mais quand même. Alors déjà, ce sont des personnes, quand ils me contactent ou quand les personnes me contactent, c'est-à-dire que déjà, ils sont un minimum motivés. Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Donc déjà, en fait, ça fait un filtre naturel. Je me dis, OK, ils sont motivés, ils connaissent l'émission. Enfin, ils connaissent le podcast, ils connaissent le format. Mais cela dit, j'accepte pas toutes les personnes tous les sujets que je reçois. Bien sûr. J'ai quelques critères de sélection. Alors, une façon de sélectionner, mais il faut que le sujet soit résumable en une phrase. Et crois-moi, sur certains sujets, c'est pas facile. Et même moi, en fait, je me dis, est-ce que j'arrive à formuler le sujet en une phrase ? Quelque part, c'est aussi une façon de vérifier que tu peux l'appréhender aussi, ce sujet-là. Est-ce que tu peux fait. Ouais. Et en fait, même au-delà de ça, en fait, quand je reçois un sujet, la première chose à laquelle je pense, c'est quel titre je pourrais donner à l'épisode. Ouais. Première chose. Et donc, quand on dit titre, donc en fait, moi, mes titres d'épisode, c'est le prénom de la personne et le sujet. Parce que voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'interviewe la personne qui me parle de son parcours et de son sujet. Pour moi, les deux vont ensemble quand je conçois mes épisodes. Mais donc, en fait, il faut bien sûr un titre pas trop long, il faut un titre qui soit un peu accrocheur, sans être forcément putaclic, tu vois, mais quand même un peu accrocheur et tout ça. Et tu me fais penser, j'ai interrogé Anne, qui est journaliste radio, et elle me disait exactement la même chose. Elle me disait que le point le plus important, c'est d'angler, en fait, d'avoir un angle éditorial du podcast, mais aussi de l'épisode. Elle faisait pas de podcast, mais elle faisait des émissions radio. Et par contre, ce qu'elle me disait, que j'ai gardé vraiment en tête, ce conseil, c'était de dire ton angle qui va être résumé dans ton titre, à tout moment, pendant l'interview, pendant l'épisode, pendant le documentaire, elle me disait quand j'étais un peu paumée et que potentiellement je pouvais me laisser embarquer par l'invité,
le truc qui faisait référence, mon phare dans la tempête, c'était mon titre. Parce qu'à chaque fois, elle me disait, ce truc-là, c'est mon référent et c'est là-dessus que je m'accroche. Et si j'ai le moindre doute sur les questions à poser, sur la façon dont je veux orienter les questions suivantes, eh bien, je me réfère à ce titre pour voir est-ce que je suis dans la cohérence. Et donc, tu sembles dire effectivement la même chose finalement. Bah oui, parce que mais effectivement, il y a certains sujets où j'ai pas besoin de redéfinir parce que en fait, là, par exemple, j'ai une invitée, mon épisode 50. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'appelle Alice Laforêt. Elle travaille sur l'arbre au Moyen-Âge. Voilà. Elle était née pour, quoi. C'est ça. Non, mais bien sûr, ça a été ma première question, mais elle m'a dit, bah oui, c'est comme ça. Bon, voilà. Et, mais là, en fait, effectivement, elle travaille sur l'arbre dans les traités botaniques. Je dis, OK, on l'appelle Alice et l'arbre. OK. Alors que là, par exemple, j'ai eu un autre sujet alors, c'est pour un autre de mes podcasts, mais c'était sur l'astrologie. Mais en fait, elle travaillait pas directement sur l'astrologie au XVIe siècle, mais elle travaillait sur certains traités qui, en fait, y faisaient référence. Et avec elle, j'ai un peu, recentré la chose. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je fais pour être attention de, voilà, c'est un format, je fais du environ 40 minutes. On n'a pas le temps de tout dire. Et ça aussi, voilà, c'est que ce que tu disais, je sais pas si c'est débordé. J'ai des personnes, là, ils pourraient me parler de plein de choses pendant des heures. Surtout des chercheurs qui bossent pendant des années sur un micro-sujet. Moi, c'est un truc qui a un côté un petit peu fascinant pour moi. Mais donc, forcément, comment tu peux leur demander de résumer? Et du coup, ça m'amène justement une question, c'est que comment tu fais pour préparer tes interviews? Pour deux raisons. C'est que d'une part, il faut préparer les questions, mais du coup, ça veut dire qu'il faut maîtriser le sujet quand même que tu vas aborder. Alors en fait, c'est que encore une fois, je vais peut-être te décevoir, mais en fait, c'est et non, je ne prépare rien, je ne sais rien et j'y vais à la one again. Alors presque, mais pas tout à fait quand même. C'est que souvent, non mais c'est bien, ça va me détendre, tu sais. Bah oui. En fait, c'est que alors il y a les gens que je reçois qui sont en master ou qui ont soutenu un master et ceux qui sont en thèse. Ceux qui sont donc master, ils ont juste fait 1 ou 2 ans. Donc souvent, c'est des gens un peu plus jeunes et les gens en thèse, ils sont un peu plus âgés. Mais surtout, voilà, les masters, ils m'envoient leur mémoire de master. Et les personnes en thèse, souvent, ils peuvent pas m'envoyer leur thèse parce que, en fait, je prends le résumé de thèse ou le mémoire. Et en fait, maintenant, d'ailleurs, c'est peut-être... c'est bien, tu m'amènes à réfléchir sur ma pratique, c'est bien. En fait, c'est que j'ai un petit canevas de questions. Ouais. Je sais que je vais être en 3 parties, en fait. Tu vois, là, et on revient à ma formation, tu vois, c'est que le raisonnement en 3 parties et tout ça, je l'ai clairement gardé de la introduction, première partie. En fait, c'est que souvent dans la première partie, c'est définition du sujet. Où est-ce qu'on est, emplacement géographique, historique et tout ça. Après, on développe sur le sujet, là vraiment des questions et tout ça. Et ensuite, à la fin, je pose un peu les questions de méthode et aussi de comment c'est se faire de la recherche. Donc ça, c'est intéressant et c'est marrant parce que du coup, on développe un peu de la même manière, c'est-à-dire que la dernière partie, c'est ce qui va te permettre de dézoomer le sujet, de prendre du recul et surtout de se dire que n'importe quel chercheur ou étudiant en thèse va pouvoir en fait se nourrir de ça, quand bien même il bosse pas sur le même sujet, voire même il bosse pas du tout sur l'époque médiévale, quoi. Donc ça, c'est okay. Ouais, tout à fait. Ouais, moi, c'est vraiment souvent dans la 3e partie, c'est un peu le moment où on va être dans l'humain, en fait. Okay. Où là, j'interviewe le chercheur et pas le sujet. Mais donc, voilà, j'ai ce canevas et donc ce qui fait que je fais très peu de recherches sur les sujets, quasiment pas, en fait, parce que juste, je me base sur ça. Mais alors, pourquoi? C'est pas seulement par fainéantise. Mais c'est aussi, alors déjà, parce que j'ai un format court. Donc, plus tu fais des recherches, plus tu as envie d'aborder des sujets. Je suis d'accord. Donc, déjà, c'est une façon de se retenir. Et aussi, c'est pour moi, et là, c'est vraiment propre au podcast de vulgarisation, en tout cas pour moi, c'est que je me mets à la place des gens qui ne connaissent pas. Ok, je comprends. Mais en revanche, est-ce que t'as pas cette peur de de passer à côté du sujet ou de passer à côté de la question parce que t'as pas poussé dans ses retranchements ou parce que t'as pas détaillé? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de boucler un épisode et quand t'es à la réécoute ou au montage, tu te dis mais j'aurais dû poser cette question-là, en fait. Il y a un point que... Parfois, mais en fait, je me dis que j'ai des questions... En fait, vraiment, quand tu écoutes les épisodes, on va dire que 1/3 de mes questions sont des questions spontanées que j'ai au moment de l'interview. Et c'est vraiment pour ça, justement. Tu vas dire, voilà, et la question, en fait, de certains moments, je vais la voir parce que je vais pas très bien connaître le sujet. Donc, je vais avoir des questions spontanées. Et aussi, voilà, pour Passion médiéviste, c'est vrai que, du coup, je m'y connais en histoire médiévale, mais le Moyen-Âge, on parle de 1000 ans. Exactement. Donc, de l'année 500 à 1500. Donc, il y a plein de choses que je connais pas. Et heureusement, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Donc, c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire quelque chose
j'essaye, mais bon, je pense que j'y arrive pas encore assez bien, mais faire vraiment quelque chose de très grand public. Ah ouais, ok. Je reviens à du coup la préparation. Donc je fais ça, je prépare mes questions et je les envoie en amont à mes invités. Ok. Ouais, ça je le fais vraiment parce que là c'est une forme de pré-interview peut-être, mais parce que on parle de sujets parfois un peu précis. Et donc c'est pour que eux en fait ils puissent se structurer leurs pensées, qu'ils puissent se dire attends voilà si elle me demande tel détail donc je vais les chercher en amont parce que je crois que c'était mes 2 premières interviews, j'ai pas envoyé les questions avant et je sais que ça les avait déstabilisées, qu'elles avaient eu beaucoup de mal à me répondre, mais parce que voilà, c'est difficile. Non, et puis si c'est un format court, étant donné que eux, pour le coup, sont spécialistes et ont une mine d'informations incroyable, ça demande un effort de synthèse en live qui peut être compliqué, effectivement, et le fait de le préparer permet de structurer en ayant cette contrainte de timing en tête, quoi. Je pense que ça doit quand même jouer, hein. Une question me vient, en fait. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné du média que tu aurais pu utiliser ? Je me suis tout de suite dit podcast. Mais pourtant, en avril 2017, bon, même si bien sûr il y avait déjà des podcasts, parce que le podcast existe en France depuis bien longtemps, depuis quasiment une quinzaine d'années, voilà. Donc mais quand même il y avait beaucoup moins de podcasts. Aujourd'hui c'est incroyable. Voilà, par exemple, Ocha, qui est un hébergeur de podcast, n'existait pas en 2017. Voilà, non mais c'est un exemple de vous dire, enfin le monde du podcast à l'époque n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et ce qui est super, il y a plein de podcasts qui se lancent aujourd'hui, et tant mieux. Mais voilà, moi effectivement, c'était par ma formation audio et spécialité donc radio, et aussi parce que je me disais que la vidéo, alors en soi, filmer quelqu'un en interview, ça apporterait pas énormément de choses. Ou alors, il aurait fallu que je fasse un énorme travail d'illustration. Oui. Et en fait, alors, en école de journalisme, en vrai, alors, donc en 3e année, j'avais pris spécialité radio. Parce que, en fait, quand on s'entraînait, alors, à faire du journalisme télé, donc c'est les codes de la télé, voilà, c'est différent. Mais ça me saoulait parce que je me disais, en fait, et je vous invite à, par exemple, si vous regardez un JT le soir, enfin, à 20h, les 3/4 des images que vous allez voir ne servent à rien. C'est de l'illustration. Et je me dis, mais tout ce travail pour juste occuper les yeux pendant que les oreilles écoutent. Et en fait, autant se concentrer sur les oreilles. Oui. C'est marrant, je me suis jamais fait cette réflexion. Après, moi, ce que je me disais, c'est qu'effectivement, le son est tellement immersif que ça te permet de partir en voyage beaucoup plus facilement et de beaucoup plus fortement t'évader parce que ça enclenche le pouvoir de l'imaginaire qui est assez incroyable par les sons, que ce soit une voix ou des sons. Est-ce que tu enregistres d'ailleurs des sons extérieurs, je veux dire, ou est-ce que c'est que sous format d'interview ? Alors, maintenant, j'ai plein de formats différents dans mon podcast. Donc là, on a parlé de mes interviews classiques. Donc, j'en fais une par mois. Et toujours parce que Fanny n'aime pas s'ennuyer et qu'elle fait plein de choses. Mais ça, c'est la faute de mes parents. J'ai fait plein d'activités quand j'étais petite. Et je pense que j'ai gardé cette habitude de, OK, il faut que je fasse tout le temps des trucs. Mais du coup, je fais plein de formats différents maintenant, en plus, avec toujours en idée de traiter le Moyen-Âge me faire comprendre le Moyen-Âge. Ouais. Donc, j'ai un format, j'ai des hors-séries parce qu'au début, je savais pas trop comment les nommer. J'ai un format rencontre. On en parlera si tu veux, voilà, où je rencontre des gens qui font vivre le Moyen-Âge par leur métier sans être forcément des chercheurs ou des chercheuses. Et j'ai du coup aussi, aussi pour ça, un format que j'ai appelé Hors les murs, où l'idée, c'est d'explorer un lieu en lien avec le Moyen-Âge, avec quelqu'un qui va servir un peu de guide dans le lieu, plus ou moins. Et vraiment, là, pour le coup, je travaille beaucoup sur l'immersion sonore. 1000 ans, c'est hyper long. Époque médiévale, ça veut tout et rien dire parce que tu peux l'aborder sur absolument tous les thèmes possibles, que ce soit, je sais pas, économique, politique, vie quotidienne, sociale, voilà, ouais. C'est énorme. Est-ce que tu t'es dit volontairement au démarrage, je veux tout voir et le maximum possible pour montrer cette diversité ? Ou au contraire, tu t'es dit, je l'attaque par un angle social, économique ou je ne sais quoi. Mes premiers sujets, comme c'était les gens autour de moi, j'y suis allée un peu comme ça. Mais en fait, je me suis pas limitée. Je me suis dit, allez. Enfin, d'ailleurs, sur mon site, alors j'ai fait... faudrait que je l'améliore. J'ai fait une frise chronologique parce que en plaçant tous mes épisodes et en les classant par thème. Notamment, voilà, politique, histoire des femmes, culturel, religieux et tout ça. Et en fait, j'ai envie de faire plein d'angles différents. D'ailleurs, c'est un de mes critères de sélection ou de non-sélection, c'est il faut que ce soit un sujet que je n'ai pas encore déjà traité. Et ce qui est super,
c'est que tous les ans, il y a des nouvelles personnes qui s'inscrivent en master d'histoire médiévale. Tous les ans, il y a des nouvelles personnes en thèse. Donc moi, tant que j'ai envie de continuer, je continue des années. Énormément de richesse. Et pour te dire, c'est que il y a plein d'archives qui sont dans les archives, partout en France, ou même ailleurs, qui ne sont pas encore étudiées. Il y a une masse documentaire qui dort dans les archives, ou quoi. Il y a plein de choses à faire. En fait, c'est aussi ça que... Eh bien justement, est-ce que tu te dis, là je sens qu'il y a un pan. Par exemple, tu dis France. Je réalise que je me suis même pas posé la question. Est-ce que tu travailles sur l'époque médiévale dans d'autres pays? Je fais tout. Moi, je me limite pas. Par exemple, tu vois, incroyable, je m'étais même pas posé la question. Pour moi, l'époque médiévale, c'était en France. Déjà, un peu fermé. C'est le monde entier. Mais pour te dire, j'ai fait un épisode, un hors-série sur le Maroc au Moyen-Âge. Parce que voilà, j'étais du coup au Maroc à un moment, j'avais contact avec un historien qui nous a raconté sur ce qui correspond à la période médiévale européenne. En fait, au Maroc, il y a eu vraiment des dynasties comme on a en fait en France avec les Capétiens ou quoi. Au Maroc, c'est les Almohades, les Almoravides, c'est hyper riche, donc j'étais très contente de faire ça. Et j'imagine que toi, plus tu avances, plus tu vois des frontières et des domaines qu'il faut aller voir, quoi. Mais pour te dire, il y a pas longtemps, j'ai contacté. Alors, ça va être du coup un hors-série parce que c'est pas quelqu'un qui a soutenu depuis un moment, mais quelqu'un qui travaille sur l'Afrique médiévale. Génial. Et qui a un sujet qui est de plus en plus traité. Et en fait aussi, ce qui m'intéressait. Bon, là, médiéval, il y a pas trop ce sujet-là, mais parfois, ce qui m'embête, du coup, parce que j'ai un autre podcast qui s'appelle Passion moderniste, donc sur l'histoire moderne. L'histoire moderne, en gros, c'est de l'année 1500 à 1800, de la Renaissance à la Révolution française. Et en fait, là. Sur Passion moderniste, parfois, quand je veux faire des trucs qui sont pas en France, c'est des points de vue européens. C'est des points de vue d'Européens qui sont partis là-bas. Mais je me dis, bon, j'ai quand même envie aussi de faire l'histoire. En gros, arrêter d'avoir un point de vue colonial aussi, parce qu'il faut le dire, en fait, il y a aussi beaucoup d'histoires, c'est un point de vue colonial et tout ça. Donc là, je suis contente parce que pour l'Afrique médiévale, ça va être vraiment, quelqu'un qui est en France, qui est française, oui. Mais qui étudie les sources locales. Et bon, voilà, moi, c'est aussi, il y a toute une réflexion là-dessus sur comment, le point de vue sur l'histoire. Toi, de mon idée de départ de lutter contre les idées reçues, je suis toujours là-dedans, en fait, toujours là-dedans. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi. N'oubliez pas qu'il y a une seconde partie. Si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, le plus simple, c'est de vous abonner. Vous recevrez du coup une alerte de la diffusion de cette deuxième partie. Pour entrer en contact avec Fanny, rien de plus simple, rendez-vous sur son site passionmédiéviste avec un S à médiéviste.fr. Et bien sûr, sur son compte Instagram, Facebook ou Twitter du même nom. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner la visibilité à ce super épisode, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre tante journaliste. Bref, aidez-nous s'il vous plaît à faire voyager le podcast. Je vous dis à dimanche prochain pour la seconde partie de l'épisode avec Fanny. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine à tous.